Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Vermeer, hein. Vous avez peut-être déjà deviné en voyant cette carte dans un intérieur flamand. Donc, ce qui est intéressant avec Vermeer, c'est que c'est un peintre, mais hyper local. C'est vraiment le provincial type. Et pourtant, sa peinture témoigne du capitalisme mondial. Donc, c'est ça le paradoxe de Vermeer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a peint dans son petit milieu. Il est de Delft, une petite ville hollandaise. On l'appelle d'ailleurs Vermeer de Delft. Et pourtant, sa peinture témoigne du capitalisme triomphant international, de la mondialisation capitaliste en marche. Alors, dans une autre vidéo sur le capitalisme, j'ai rappelé comment ce système s'était développé à partir du XIe et surtout du XIIIe siècle, avec les grandes villes italiennes comme Gênes, Venise, Florence, et comment finalement ça fait très très longtemps que le capitalisme est en marche, et comment ce système, disons, a pris naissance non pas au XIXe siècle avec la révolution industrielle, mais en fait bien avant. Donc avec Vermeer, on est au XVIIe siècle, à Delft. Comment il travaille, Vermeer? Ben, on a peu de tableaux de lui. On sait qu'il avait de riches commanditaires et on ne sait pas grand-chose parce qu'en fait, il est complètement tombé dans l'oubli après sa mort. Il a été oublié du grand public, bon, pas des collectionneurs, mais vraiment, euh, Vermeer, c'était quelqu'un qu'on avait complètement oublié. Et il y a eu une résurgence au XIXe siècle à travers le travail d'un critique appelé Théophile Thoré, et du coup, ça a créé un véritable effet boule de neige, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que grâce à ce critique, il y a une véritable passion qui a généré notamment des faussaires, parmi lesquels un très célèbre faussaire. Donc, disons que Vermeer est connu aussi pour le nombre de faussaires incroyables qu'il a involontairement suscités. Alors, que fait Vermeer? Il met en scène le luxe, la grandeur du monde et le capitalisme, en gros, et les produits venus de loin. Enfin, je vais m'expliquer peut-être un peu plus clairement. Alors, voilà un tableau dont le titre est du genre L'officier et la jeune fille riant ou Le soldat et la jeune fille. Alors, comme la photo est de bonne qualité, vous allez le voir défiler. Donc, remarquez au fond cette carte. C'est très fréquent qu'il y ait des cartes, hein, dans les tableaux de Vermeer. Ensuite, vous voyez la jeune fille ici assise, en train de rire, et devant, vous avez un officier. Alors, il y a eu un livre par un certain, le nom m'échappe, non, Timothy Brook, voilà, intitulé Le chapeau de Vermeer, le XVIIe siècle à l'aube de la mondialisation. C'est une étude passionnante sur Vermeer, qui a été reprise, hein, je vous avais dit, sous forme d'un documentaire sur Arte, intitulé également Le chapeau de Vermeer. Alors, c'est quoi ce chapeau? Eh ben, c'est le chapeau que vous avez là, un chapeau de castor. Et quand on remonte le circuit du castor, alors le castor, c'est luxueux. Évidemment, vous pouvez avoir des chapeaux en autre chose que du castor, mais c'est moins bien. Et ici, la mise en valeur du chapeau est très grande. Alors, je vous montre tout le tableau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est devenu tout petit. Ah, bah, c'est pas, bah, au moins, comme ça, vous l'avez en entier. Bon, il y a des bizarreries avec ce PDF, bon, peu importe. Donc, vous voyez là, l'intérieur flamand, luxueux. Je parle de la petite vignette en haut, hein, je ne suis pas encore en dessous. Le chapeau luxueux est très, très bien mis en valeur. Enfin, on voit que lui. Une très belle fenêtre avec des petits vitraux. Voyez les sculptures ici, la chaise sculptée avec des têtes de bestioles, de lions probablement. Et le costume extrêmement élégant, tant de l'homme que de la femme. Vous voyez ici, il y a des effets de matière, de tissu. Donc, tout ça pour dire que ce chapeau, c'est vraiment quelque chose lié à l'époque. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, ben, du Canada. On chasse les castors pour faire des chapeaux. Samuel Champlain, des gens comme ça, vous voyez, qui ont des rapports étroits avec les Hurons et qui exploitent les Hurons pour ramener des fourrures de castor en Europe et en garnir les chapeaux de luxe des élégants de l'époque. Donc, vous voyez comment marche au XVIIe siècle le capitalisme mondialisé. Et on va voir ça dans tous les tableaux de Vermeer. Et ça, le bouquin, donc, Timothy Brooks, Le chapeau de Vermeer, ou alors, si vous le trouvez encore, le documentaire sur Arte, intitulé également le chapeau de Vermeer. Alors, la mise en scène du luxe, la puissance
la puissance de la Hollande, enfin la puissance des Pays-Bas, enfin il y a 36 000 noms, on s'y perd, hein, je vous l'ai dit dans la première vidéo. Une guilde de Saint-Luc à Delft, qui est un syndicat extrêmement puissant, qui assure une très très bonne qualité de peinture, une bonne école, hein, comme on dit. Alors la guilde de Saint-Luc, c'est le patron des peintres, hein, dans la religion chrétienne. Et vous voyez, la guilde de Saint-Luc, elle existe dans plusieurs contrées, et c'est une sorte de label en quelque sorte. Alors malgré tout, comme tout le monde, Vermeer, c'est quelqu'un qui a eu des soucis financiers. Et on a tendance à accuser le luxe et le train de maison, tant pour Vermeer que pour Rembrandt, dont je vous ai déjà un peu parlé. C'est-à-dire que, bon, c'est pas seulement ça, hein, c'est pas seulement le fait que les gens étaient riches et voulaient le rester, voulaient montrer qu'ils étaient riches, c'est pas seulement cette dimension d'ostentation qui est en jeu, c'est aussi d'autres choses, hein, notamment une baisse économique due à la guerre. Il y a eu notamment des inondations volontaires, hein, pour protéger les villes. On inondait les campagnes autour. Vous voyez, on sacrifiait des biens pour protéger certains endroits. Enfin, la Hollande, pays éminemment inondable. Enfin, vous voyez comment il n'y a pas que le luxe, l'ostentation, les vêtements de luxe, les objets de luxe, les peaux de castor et les perles. Hein, on va voir les perles très bientôt. Il n'y a pas que ça qui fait que les gens ont des soucis financiers. Alors, comment a survécu Vermeer? Eh bien, il avait une sorte de passionné, comment dire, un commanditaire préféré. Vous voyez, il vendait surtout à cet homme-là. Cet homme-là était boulanger, un boulanger très riche. Et finalement, c'est étrange quand on y pense. Vous voyez, Vermeer, c'est un peu comme Van Gogh. Enfin, il y avait son frère qui achetait les tableaux. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça. Là, il y avait un boulanger riche qui lui achetait tous ces tableaux et qui lui permettait de vivre. Alors, Vermeer se définit comme peintre. On a quand même quelques documents dans lequel il se définit ainsi. Et vous voyez comment, donc c'est très très curieux, finalement très intéressant de voir comment le plus provincial des provinciales, en sa toute petite ville de Delft, renvoie à l'immensité de la mondialisation naissante à l'époque. Alors ça, c'est aussi extrêmement visible dans ce tableau. Alors pourquoi il est sous petit? Ah ben zut alors. Bon, là, il y en a un tout petit que je voulais vous montrer. C'est une jeune fille avec des perles, mais bon, on va voir d'autres choses. Alors ici, un lustre de prix, une très belle, un beau drapé, toujours cette carte, un peintre extrêmement élégamment habillé avec derrière le modèle. Donc ça, c'est extrêmement célèbre, ce tableau. On voit comment on a un effet de profusion, de richesse. Mais ce que je voulais vous montrer, ah zut, ça n'a pas marché parce que le PDF a réduit le truc. Je vais voir ce que je peux faire. Alors là, vous avez la célèbre laitière. Donc, ça, je vous l'ai dit, hein, en Flandre, on fait des tableaux qui ont parfois moins de valeur parce qu'ils représentent des personnages moins riches. Enfin, ça, je vous en ai parlé déjà, hein, pour Clara Peters. Alors, vous voyez la manière de Vermeer, c'est de faire des petits points. Il paraît, d'après Cécile Lecamp, qui fait des cours d'histoire de l'art dans l'association des mots et des arts, hein, c'est des conférences en ligne ou alors si le temps le permet, si je puis dire, sur place à Paris. Et donc, elle nous a fait un cours sur Vermeer et elle a précisé comment il y avait des tas de petits points. Vous voyez, des petits points ici. Donc, c'est des minuscules points blancs. On en a aussi ici qui créent le relief. Et il semblerait qu'il ait même par moments percé la toile d'un tout petit coup d'épingle pour laisser passer la lumière. Donc là encore, un peu comme chez Clara Peters, vous voyez ici les effets de matière, notamment alors l'espèce enfin ici le pot en étain, mais ici ça reste assez, j'allais dire rustre, hein, vous voyez des morceaux de pain, une corbeille, du lait et des terrines. On n'est pas dans l'image absolue du luxe que je voulais vous montrer. Alors ici, bon, je vais devoir vous parler des perles in absentia, si on veut. C'est pas très grave. Alors ici, c'est une jeune fille en train de lire une lettre. De nouveau,
un certain luxe est mis en valeur, notamment dans le vêtement, avec du fourrure d'hermine, des crevés. Vous voyez, sur la manche bouffante, vous avez des tas de crevés, c'est-à-dire c'était des trous volontaires qu'on faisait et qu'on garnissait d'un tissu différent, qui du coup faisait un effet bouffant. La chaise, toujours somptueuse, la différence des matières, l'espèce de soie raide du rideau vert au premier plan. Au contraire, le velours un peu plus lourd qui drape la fenêtre, sans parler de l'espèce de couverture tapis en dessous. Alors, l'image que que je voulais vous montrer et commenter, elle est devenue hyper petite, donc je ne sais pas comment l'augmenter pour obtenir quelque chose. Je vais essayer. Bon, peut-être je vais y arriver comme ça. Pas terrible mes trucs, hein. Là, bon, là, vous reconnaissez, c'est tout petit. On peut quand même essayer de continuer à augmenter ça. Voilà, oh, bah, j'y arrive. Bon, pendant que ça augmente, hop, alors on voit très bien le détail hein, des têtes de lion. Enfin, ça commence à être un peu pixelisé. Ah bon, bah, écoutez, on la voit suffisamment. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est une figure double, voire triple. Donc, une femme toujours extrêmement élégamment habillée, qui tient à la main une petite balance et devant elle, il y a des perles, des tas de perles. Alors, ça peut être une sorte d'allégorie de la justice, bien sûr, hein, avec sa petite balance, d'autant plus qu'il y a derrière la scène qui est représentée sur la grande toile semble être une scène de jugement de Dieu avec des damnés. Hein, vous voyez, donc ça pourrait être comment dire, une sorte d'allégorie de la justice divine. Mais il y a autre chose, il y a une sorte de deuxième sens, c'est aussi une bourgeoise de Delphes en train de soupeser des perles. Et les perles, c'est extraordinaire. Alors, là, ça venait du Brésil à l'époque, donc là encore, internationalisation, mondialisation, exploitation des peuples locaux dans les pays lointains, mise en œuvre d'une colonisation capitaliste violente, etc. Et finalement, les perles, c'était quelque chose qui était considéré comme presque miraculeux à l'époque. Il y avait des tas de civilisations qui considéraient que c'était d'origine divine. C'était un tel mystère de trouver des perles naturelles, hein, bien évidemment, dans des huîtres. Et il y en avait encore. Maintenant, il n'y en a presque plus, hein. Je crois qu'on trouve par an, de façon naturelle, environ 8 perles dans le monde. Et encore, ce chiffre est susceptible de baisser. Alors pourquoi il n'y a plus de perles naturelles? C'est parce que les conditions de pollution sont complètement pourries. Vous savez, les belles perles japonaises, magnifiques, hein, que porte Louise Brooks dans ses films des années 20, elles n'existent pratiquement plus. Enfin, il n'y en a plus dans le lac qui les produisait parce que le lac est trop pollué. Alors, il reste un seul endroit en Chine. Il y a un espace dans lequel on fabrique des perles, c'est-à-dire cette fois, c'est des perles dites, enfin, comment dire, des perles de culture, c'est-à-dire on introduit dans l'huître un tout petit morceau d'écaille de tortue ou autre, mais minuscule, hein, autour duquel la perle se construit par couches successives de nacre autour de ce petit noyau introduit de force, hein, si on veut. Donc cette technique a été mise au point tardivement. Évidemment, à l'époque de Vermeer, on ne connaît pas ça. On ne connaît que les perles dites fines, c'est-à-dire des perles qui n'existent plus pratiquement aujourd'hui. Alors l'endroit dont je vous parle, dans la mer de Chine, c'est un endroit hyper protégé du point de vue pollution. Et à 1 kilomètre de cet endroit, un ouvrier avec sa voiture avait eu l'idée de vider son huile et de changer son huile de moteur. Et il a été renvoyé sur le champ et accusé d'avoir pollué le site. Enfin, ils sont extrêmement sourcilleux parce que les huîtres, et pas que les huîtres, hein, les moules aussi, enfin toutes les bestioles qui produisent des perles, parce qu'il y a les perles de mer, les perles de rivière, vous avez un peu tout. Enfin, il y a diverses sortes de perles. Voilà, donc pour l'instant, ça n'existe plus pratiquement, hein. Alors que là, vous avez donc une femme de l'époque qui a des tas de perles. Vous voyez, donc elle a importé, toutes ces perles sont importées des pays lointains, du Brésil, et constituent une source de richesse incroyable. Et il y a aussi à l'époque les diamants. Alors là, c'est plutôt la ville d'Anvers qui devient la spécialiste des diamants. Même aujourd'hui, Anvers, c'est bourré de diamantaires, de choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant de voir comment finalement ce genre de tableau
renvoie à la fois à quelque chose une scène domestique, peut-être une scène religieuse, peut-être une allégorie, une allégorie. Vous voyez, il y a plusieurs sens qui peuvent se superposer. Et je suis complètement fascinée par la présence extrêmement importante de ces perles. Vous voyez, le, le, le coffret à bijoux déborde de colliers de perles et le fait qu'elle est en train de les peser, de les observer, etc. Et que c'était des vrais à l'époque, des vraies perles. Donc vous voyez comment le capitalisme mondial commence à drainer la richesse du monde et comment tout provincial et n'ayant jamais bougé de sa ville natale pratiquement, hein, je crois que, enfin bon, il a dû, je ne sais plus s'il a fait un voyage ou pas, mais disons quand même, il est casanier dans son coin, il ne bouge pas de Delphes, disons en général, hein. Il naît à Delphes, il meurt à Delphes, enfin voilà. Comment quelqu'un d'aussi provincial a pu, dans son œuvre, intégrer cette dimension extrêmement mondialisée. Voilà, donc j'ai terminé cette série de cours pour l'écrit. Si vous voulez, je vous ferai un petit récap de tout ce dont on peut, enfin, comment dire, de toute la liste de révision, en quelque sorte. C'est une liste donc de révision pour l'écrit. Et je vous retrouve donc alors, soit le 2, soit le 8 mars, j'aimerais avoir des nouvelles de Jean-François, donc pour les exposer. Donc, sans nouvelles de Jean-François, euh, je commence les exposer le 8 mars, comme on avait prévu. Et si Jean-François se manifeste, on revoit ce planning. Voilà, merci beaucoup.